3, 2, 1. Here we go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce salon Cyclo Centre Val-de-Loire. C'est la première édition de ce grand rendez-vous régional de la filière eau ici à Orléans et nous sommes ravis d'être là. Ces 2 journées seront ponctuées de plusieurs conférences que j'aurai le grand plaisir d'animer et dont je vais vous détailler le programme dans quelques instants. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à Jean-Claude Lasserre, président de l'association Cyclo qui organise ce moment pour un mot d'accueil. Bonjour Jean-Claude. Bonjour et merci Pauline. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes très heureux d'être à Orléans pour cette première. Ça fait longtemps que nous pensons venir sur cette région Centre-Val-de-Loire pour pouvoir parler de la ressource. Je voudrais remercier ceux qui nous ont beaucoup aidés à monter ça, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Orléans Métropole, la région, le BRGM qui ont été... je dirais, partie prenante au cours des comités de pilotage pour vous faire un programme d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, on est tous un petit peu impactés, mais vous êtes présents et c'est le principal. Ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer 2 jours très bien. On a la chance également d'avoir un partenaire qui est le pôle Aquanova, qui est de Orléans, que je vous invite tous à aller rencontrer parce qu'il y a 15 pépites à l'intérieur et c'est important que ces personnes qui ont des solutions puissent être vues en dehors de tout ce qui est industriel et exposant classique. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes conférences. Merci à tous et puis passez un très bon salon. Merci Jean-Claude, en effet, bon salon à tous les exposants et les visiteurs, mais surtout n'hésitez pas à rester un peu avec nous du côté de l'espace conférence parce que je le précise, toutes les conférences seront ponctuées de temps d'échange, soit intermédiaires, soit à la fin, des questions-réponses avec nos intervenants, donc n'hésitez pas à préparer des questions, on veut que ce soit interactif. Voici le programme rapidement. Dans quelques instants, nous allons parler d'une question qui fait l'objet souvent de débats animés, celle de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Nous parlerons ensuite à 11h30 des enjeux liés aux micropolluants qu'on retrouve hélas en quantité dans nos eaux. Cet après-midi à 14h, rendez-vous pour une conférence intitulée « Mobiliser les connaissances pour mieux calibrer les volumes prélevables sur un territoire ». Et en fin de journée, 16h30, ne manquez pas la plénière institutionnelle avec la présence d'élus et de collectivités qui soutiennent ce salon, comme Jean-Claude les a présentés, pour parler des enjeux régionaux autour de l'eau. Ça continue demain, bien sûr, mais nous aurons l'occasion de représenter tout cela. Je peux vous dire rapidement que nous parlerons gestion des eaux pluviales, connaissance et pilotage surtout d'une démarche de sobriété et aussi des enjeux du numérique dans l'aide à la décision. Donc un programme très riche. Dernière information, après j'arrête de parler, 2 visites de terrain sont proposées sur ces 2 jours. Aujourd'hui, à partir de 13h, vous pouvez vous inscrire pour aller visiter un ouvrage de dépollution en fonctionnement. Ça se passe avec l'entreprise Stradal et la métropole d'Orléans, sur la commune de Semois, dites-moi si je prononce mal, les régionaux d'étape. Vous pouvez vous inscrire directement sur le stand C6. Et demain, à partir de 14h, vous êtes invité à venir découvrir une solution de réhute sur le site de la station d'épuration de la Source avec Orléans Métropole, là aussi. Les inscriptions pour cette 2e visite, ça se passe à l'accueil de Cyclo, à l'entrée du salon. N'hésitez pas, ça va être passionnant aussi d'aller sur le terrain, même si les conditions ne sont pas faciles. Sans plus attendre, nous allons lancer cette première conférence sur les eaux non conventionnelles, comme ça s'affiche sous vos yeux, une réponse aux défis environnementaux. Et cette conférence est pilotée par Orléans Métropole, on les remercie. Pour parler de ce sujet, nous aurons avec nous François Chevaux, qui est avec nous en visioconférence. Il est chef de projet environnement eau et ville au CEREMA, à la direction territoriale Normandie Centre. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également Fabien Ferré. Vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu. Responsable du pôle pilotage patrimonial, direction du cycle de l'eau à Orléans Métropole. Céline Pousset, responsable service patrimoine et investissement environnement chez Cofiroute.
et Gaël Renaud, responsable eau au sein du groupe LSDH, la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel. Bienvenue à tous les 4. Merci beaucoup d'être avec nous pour démarrer cette journée. Donc on l'a dit, nous allons parler ensemble des eaux non conventionnelles. Ce sont les eaux de pluie ou les eaux usées traitées. Vous allez nous détailler tout ça, qui sont aussi aujourd'hui considérées comme des ressources souvent sous-exploitées, alors même qu'elles peuvent représenter des solutions prometteuses pour faire face aux défis qu'on connaît bien liés au changement climatique. Nous allons donc ici partager des retours d'expérience. François Chevaux, nous allons commencer avec vous sans faire un état des lieux du contexte réglementaire. On sait qu'il est très mouvant et très complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la manière dont, faire un peu un état des lieux et la manière dont fonctionnent les projets de REUT, puisque vous avez piloté depuis 2020 un certain nombre d'études sur des projets. Vous avez une vue d'ensemble. Présentez-nous tout cela, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de commencer. Vous voulez quand même un petit mot de ma part? Vous pouvez effectivement commencer votre présentation et puis présenter aussi, comme vous le vouliez, je crois, un peu le cadre réglementaire. Oui, je commencerai, je commencerai par une définition sur les eaux non conventionnelles et de voir que c'est un concept qui peut évoluer, de voir en France, en prenant un peu de recul, le panorama sur le territoire, alors je dirais la France hexagonale. Qu'est-ce que ça donne? Quelle est la situation aujourd'hui de l'ensemble des projets de REUT? Et quand il s'agit d'appréhender cette question-là, l'étude d'opportunité est un moyen parmi d'autres. Donc, comment ça marche? Quelle est la méthodologie d'approche? Et je vous proposerai 3 retours d'expérience d'études que j'ai eu le plaisir de piloter, soit pour certaines d'entre elles terminées, soit encore en cours, avant de terminer sur les facteurs de réussite. Donc d'abord, on va commencer par la définition, enfin la proposition de définition. Donc vous l'avez sous les yeux, hein, les eaux non conventionnelles ont fait l'objet d'un groupe de travail, donc le GT-ENC, là, pour les initiés, qui s'est tenu suite aux Assises de l'eau de 2019. Et ça a été piloté par le ministère en charge de la transition écologique et l'association ASTE. Et il est toujours en vigueur, hein, ce groupe de travail. Et il y a eu un certain nombre de livrables qui ont été produits en 2023. Vous avez une définition sous vos yeux sur la définition des eaux non conventionnelles et les pictogrammes qui montrent qu'il y en a en fait beaucoup de sortes, hein. Vous avez les eaux pluviales tout en haut à gauche, qui sont les eaux qui ruissellent sur les chaussées, les trottoirs, à ne pas confondre avec les eaux de pluie, qui elles sont les eaux qui ruissellent sur les toitures, donc qui n'ont pas le contact avec la chaussée. Ça peut être des eaux de piscine, des eaux grises, donc celles qui sortent de... Voilà, vous avez la douche, la machine à laver, qui peuvent faire l'objet d'autres usages potentiellement. Les eaux industrielles, qu'elles soient agroalimentaires ou autres, et les eaux de l'assainissement, qu'ils soient collectifs ou non collectifs. Et vous voyez que là-dedans, les eaux usées traitées sont un élément de ces eaux non conventionnelles parmi d'autres. Et dans le travail, hein, du groupe de ce groupe, hein, il y a eu toute une réflexion sur les couples, usages et types d'eau. Donc ça donne lieu à des grosses matrices, des gros casse-têtes pour savoir comment on peut associer tel type d'eau avec tel type d'usage. Les livrables, il y en a un certain nombre, hein, qui sont en ligne, qui sont accessibles. Donc vous pouvez avoir le loisir de les consulter pour en savoir un peu plus. Alors là, sous vos yeux, c'est une autre manière d'illustrer les liens entre les eaux non conventionnelles et le petit cycle de l'eau. Donc traditionnellement, vous connaissez bien le cycle, ce qu'on appelle petit cycle de l'eau, hein, du pompage de l'eau à son stockage, enfin son traitement, le stockage, la distribution d'eau potable, la consommation évidemment, le rejet, la collecte et le traitement avant le rejet dans le milieu naturel. Donc là, c'est la grande boucle. Et on voit sur le schéma que plusieurs petites boucles sont envisageables. Vous voyez, par exemple, les eaux industrielles, où ça peut être une boucle interne, mais des fois, les industries peuvent avoir besoin d'eau extérieure, pourquoi pas.
Là, quand c'est un usage interne, on parle plutôt de recyclage que de réutilisation. Les eaux grises sur plutôt les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments. Les eaux d'exor qui peuvent venir par exemple d'un parking souterrain qui est mis hors d'eau pour soit tout le temps, soit pendant un chantier, ou voilà, ces eaux pourraient servir à autre chose. Les eaux de pluie et les eaux pluviales, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et je termine par la réutilisation des eaux usées traitées. Euh, et vous voyez la mention réut de facto. La plupart du temps, vous le savez bien, les eaux usées sont rejetées dans le milieu naturel, très souvent en cours d'eau, parfois sur le sol, en infiltration, et dans d'autres cas en estuaire, en milieu marin, par exemple. Et là, quand on est en cours d'eau, ou en zone humide, ou sur le sol, ben, les eaux usées contribuent déjà à alimenter d'une certaine manière l'écosystème environnant. Donc c'est une réussite de facto, une réussite environnementale, j'y reviendrai juste après. Donc là, c'est déjà un point d'attention à voir, est-ce que si on prélève une partie, ça viendrait peut-être perturber ou pas l'ensemble de l'écosystème. Et puis évidemment, les eaux usées traitées euh, peuvent servir, tout ou partie du volume, à un certain nombre d'usages. Alors, toujours sur le schéma, vous pouvez imaginer de l'agriculture, de l'irrigation, de l'arrosage d'espaces verts, de nettoyage de voiries, de l'hydrocurage de réseaux, là on ne les voit pas. Voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres de ces usages qui peuvent être faits alors, avec les eaux usées traitées, mais aussi avec les eaux non conventionnelles. Là, sur cette slide, vous avez une vision d'ensemble sur la situation actuelle. Alors actuellement, hein, on est en 2024, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas avec les eaux non conventionnelles? On va commencer par la gauche, on voit qu'au niveau industriel, c'est cadré de manière plus ancienne, hein. On peut déjà faire des choses. Il y a la législation autour des ICPE qui nous permet un certain nombre de choses. Et également, en fait, le code du travail, quand on est dans l'enceinte d'une usine, d'une industrie, il est déjà possible de faire de la réutilisation des eaux de process à condition de respecter la santé et la sécurité des travailleurs. Donc là, on n'est pas sous la coupe, entre guillemets, hein, de la réglementation REUT. C'est un cadrage différent. L'année 2024 a été marquée par beaucoup d'arrêtés sur la REUT et les eaux non conventionnelles qui ont été initiés par le décret du 29 août 2023, hein, qui est au milieu de la slide. C'est un décret cadre, on peut dire ça, ou en termes plus trivial, on peut parler d'une coquille vide. Ça annonce, c'est l'emballage, et ça annonce que plein de choses vont venir, et ces choses-là sont venues. Il y en a eu deux en, en 2023, en décembre, hein. Un arrêté et un décret qui sont venus cadrer la REUT pour les usages espaces verts d'une part et agricoles d'autre part, en sachant que la RUT agricole, elle est elle-même issue de la réglementation européenne. C'est un règlement qui est sorti en 2020 et qui est applicable depuis juin 2023 en France. Donc cet arrêté du 18 décembre 2023, il reprend les termes et le cadrage européen. Vous voyez qu'au milieu, la RUT environnementale, elle est mise entre parenthèses parce que c'est la RUT de fait, de facto, comme je disais tout à l'heure. Quand elle existe, quand on rejette en milieu naturel, on peut déjà alimenter des zones humides, des cours d'eau d'une manière ou d'une autre. Le rejet d'une station d'épuration, parfois, c'est égal à un affluent d'un cours d'eau. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, avoir en tête aussi de ne pas non plus chercher à tout retirer, le débit. J'ai presque terminé. Donc en bas de la slide, vous voyez là le dernier né, c'est l'arrêté, le décret de juillet 2024 autour des eaux dites impropres à la consommation humaine. Là, on est davantage on va dire dans les bâtiments à usage soit domestique, soit à l'intérieur d'un bâtiment, et ça va donner le cadrage sur les eaux, par exemple les eaux grises. Qu'est-ce qu'on peut en faire, les eaux pluviales, comment on peut les réutiliser, etc. Donc ça vient de sortir, et on en attend un, normalement pour la fin de cette année,
sur les usages urbains, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas encore sorti, dont la sortie a été retardée en tout cas. Et je termine par, vous le voyez bien, l'eau potable, aujourd'hui, ça n'est pas possible. En France, en tout cas, hein, il y a certains pays dans le monde qui le font, mais en tout cas en France, ça n'est pas autorisé, donc on ne peut pas faire de la réhute à destination de l'eau potable. Alors maintenant, si on prend encore de la hauteur au niveau du, je veux dire, du pays hexagonal, hein, la France hexagonale, parce que c'est là-dessus que les travaux ont été faits, il y a eu deux grandes étapes. Donc une première étape qui a été, vous voyez, un état des lieux qui a été mené par une de mes collègues, Catherine Nel, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, sur des données de 2015 à 2017. C'est un premier panorama français de la réhute qui a été publié en 2020. Vous avez la copie d'écran sur la droite, ce document étant accessible, hein, en ligne. Et ce panorama a été complété par l'INRAE, Rémi Lombard-Lathune, dont vous avez les coordonnées aussi, pour regarder l'évolution, hein, de ce panorama depuis le premier panorama. Donc si on peut avoir une explication de texte un peu plus illustrée. Vous avez sur la gauche à quoi ça ressemblait en fin 2017. Donc c'est la carte de France des différents projets de réhute. Je n'ai pas mis la légende, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de voir les couleurs différentes correspondent à différents usages, agricoles, industriels ou loisirs, golf par exemple. Et ce qui peut frapper, c'est la répartition géographique, hein, qui est très hétérogène. Elle est plutôt concentrée vers l'ouest, centre-ouest, là, Pays de la Loire notamment. Le Loiret est un bon élève, hein, vous voyez. Et on est plutôt aussi dans le sud, hein, la côte d'Azur notamment. Et le reste du territoire, il n'y a pas grand-chose. Là, on est en 2017. Et vous voyez que sur le graphique de droite, entre 2017 et 2022, il y a une grosse augmentation, hein, selon les bassins hydrographiques. Donc vous voyez Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Pour les plus grosses augmentations, vous voyez les bâtons bleus assez importants. Ça représente 180% d'augmentation, plus de 50% et quasiment 300% là, pour RMC. Donc, vous voyez, c'est une dynamique qui est lancée. Alors, certains bassins c'est encore timide, hein. Bon, on voit qu'Artois-Picardie sont passés de 0 à 2, donc c'est une très très forte augmentation. Et Seine-Normandie, c'est plus timide, mais ça augmente quand même. Donc c'est une dynamique, hein, qui est lancée et qui répond aussi à des besoins qui, évidemment, peuvent être différents selon les territoires et les tensions liées à l'eau des différents bassins hydrographiques. Alors maintenant qu'on a dressé ce panorama, c'est bien beau de dire oui, la réhute, mais comment on peut l'appréhender sur un territoire et pour que ça soit opportun d'y aller. Alors ce petit schéma montre un peu les différences entre l'opportunité d'une part et la faisabilité d'autre part. Il faut imaginer l'étude d'opportunité comme un entonnoir. Vous êtes dans... Alors là, l'entonnoir, il est inversé. On commence par en bas, de regarder le territoire, là où on se situe. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? À quoi il ressemble? La ressource en eau, à quel endroit elle est située? Est-ce qu'elle est souterraine ou superficielle? Est-ce qu'il y a des tensions hydriques dessus, toute ou partie de l'année? Les milieux naturels, à quel endroit ils sont situés, les zones humides, les cours d'eau, est-ce qu'il y a des étiages sévères ou pas, est-ce qu'il y a des zones sensibles, voilà, le sol, la nature du sol, avoir une vision d'ensemble du territoire, le climat actuel, à quoi il ressemble, et demain, à quoi il peut ressembler avec le changement climatique, quelles sont les tendances, hein, sur ce territoire, pour l'appréhender dans l'ensemble, et de se dire, en regardant ça, est-ce que, a priori, la réhute pourrait servir à quelque chose? Première étape, vraiment de considérer l'ensemble du territoire. La deuxième étape, on descend un peu dans l'entonnoir. Les usages, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Comment ils sont répartis?
qui consomme quoi, à quel endroit, pourquoi faire, et du coup, quelle est la qualité requise pour l'agriculture, pour de l'industrie, pour des usages urbains, de loisirs. On n'a pas la même qualité requise. Pour certains, on va avoir des forages privés, d'autres de l'eau de ville, hein, de connexion sur le réseau ou autre. Donc, voilà, comment ça se répartit? Et puis, est-ce que déjà on peut repérer des tendances d'évolution ou des volontés d'évolution de la part de différents acteurs, des différents consommateurs? Et une fois qu'on a regardé ça, seulement une fois qu'on a regardé ça, vous voyez, on s'intéresse aux stations de traitement des eaux usées, à quel endroit elles sont situées, comment elles se situent par rapport aux usages environnants, quel volume elles rejettent, quelle qualité est rejetée, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec la qualité existante d'une part, et s'il y a besoin, s'il y a des usages spécifiques autour, est-ce qu'il y aurait besoin de traitements complémentaires pour pouvoir y répondre? Voilà la grande, schématiquement, hein, l'approche. Et plus on s'approche de la station d'épuration, je dirais, plus on arrive vers la faisabilité qui ressemble davantage à des études de type conception, maîtrise d'œuvre, avec du chiffrage, du dimensionnement plus précis sur le sujet. Alors maintenant, je fais un petit aparté parce que ça concerne peut-être certains d'entre vous, certains territoires. Alors, évidemment, vous êtes situé en centre Val-de-Loire, donc il y a le littoral. Jusqu'à maintenant, il n'est pas allé jusque-là, c'est souhaitable. Mais il se trouve que actuellement, le gouvernement a lancé un programme qui s'appelle le programme d'accélération de la route sur le littoral pour toute une série toutes les collectivités organisatrices, alors qu'elles soient en France hexagonale ou en outre-mer, qui appartiennent ou dont le territoire, l'exutoire est situé sur le littoral ou en zone estuarienne, donc ça situe, hein, géographiquement. Ça permet d'avoir justement un accompagnement pour étudier l'opportunité. On est bien sur un accompagnement au sujet de l'opportunité sur le territoire, évaluer le potentiel, hein, en termes de REUT. Vous avez des accompagnements de subventions très intéressants, là où jusqu'à 80%. Et notamment, vous pouvez bénéficier d'un appui technique du CEREMA sur le montage et le suivi des études. Vous avez en bas à gauche l'ensemble des partenaires impliqués. Donc le CEREMA n'est pas tout seul, hein. Il y a toute une série de partenaires impliqués. Et ça permet d'embarquer le territoire dans une dynamique collective sur le sujet. Et donc, pour candidater, il y a un site internet qui le permet. Il y a déjà une vague, hein, qui est passée, c'était au 30 septembre, mais la prochaine, au 28 février 2025, pour déposer un dossier si vous êtes intéressé. François Chevaux, Ah. Oui. Alors, j'allais intervenir, mais on a un petit écho, mais vous m'entendez peut-être, vous, de votre côté. Il y a aussi une impulsion nationale, hein, dans le cadre du plan eau. Est-ce qu'on peut redonner les ordres de grandeur et la volonté d'accélération dans le cadre du plan eau de 2023 Ce plan d'accélération, ce programme d'accélération de la REUT, il est bien, c'est on va dire une émanation du plan eau, hein, qui a été lancé en mars 2023. L'ambition étant de multiplier par 1000 le nombre de projets de REUT, de massifier, de densifier, hein, enfin plutôt de massifier, hein, d'augmenter les volumes réutilisés. On est à 1% d'aller jusqu'à 1000 projets en France. Voilà, c'est ça, 1000 projets davantage. Donc et la REUT, alors pourquoi le littoral? Parce qu'on considère que dans ce cas-là, sur ce type de territoire, les eaux usées traitées qui vont en mer sont d'une certaine manière perdues et que la REUT sur ce type de territoire, c'est une mesure sans regret. Tout ce qu'on peut récupérer avant que ça parte dans la mer peut être intéressant en fait. C'est pour ça que le littoral a été ciblé d'abord. Ça ne veut pas dire que le reste du territoire n'est pas intéressant, bien sûr, mais c'est une priorisation qui a été faite par le gouvernement. Et vous aviez 3 projets que vous vouliez nous présenter assez rapidement, qu'on puisse les découvrir. On vous écoute. Enfin, 3 études d'opportunité plutôt. Les projets viendront après avec vous. Alors, je vais commencer par un territoire que vous connaissez bien, puisqu'on est chez vous. On est dans le département du Loiret. C'est une étude qui nous a été demandée par le département du Loiret
il y a plus de 2 ans maintenant, pour avoir une vision d'ensemble sur le territoire, à quel endroit il serait opportun de mettre en œuvre de la REUT, avec un horizon aussi de prospectif à horizon 2070. Il y a possiblement des représentants du département dans l'Assemblée qui vont réagir aux besoins. Là, vous voyez, on est au premier étage ou en haut de l'entonnoir avec ces cartes. À gauche, c'est l'intérêt de l'opportunité de la REUT quand on regarde le milieu naturel. Et on voit que déjà, il y a des choses qui sautent aux yeux. Il ne se passe pas la même chose hors estival et en période estivale, d'une part, et d'autre part, sur le territoire, c'est fragmenté, enfin, c'est disparate, hein. Quand plus c'est foncé, plus c'est bleu foncé, plus c'est intéressant vis-à-vis du milieu naturel. Plus c'est clair, moins c'est intéressant, moins c'est opportun. Donc derrière ça, c'est la qualité piscicole, c'est la présence de zones humides, c'est les risques de non-atteinte des objectifs de qualité des cours d'eau, par exemple. Et en estival, on a pris en considération les risques, les occurrences et les étiages sévères des cours d'eau qui nous font sortir toute une série de sous-bassins versants, le découpage étant les sous-bassins versants, pour lesquels il faut faire attention dans ces périodes-là, de ne pas prélever davantage dans la ressource, parce que les eaux usées traitées, elles sont bien où elles sont dans ces moments-là. Donc voilà la premier enseignement vis-à-vis du milieu naturel. Maintenant, si on regarde les usages, évidemment, s'il ne s'agit pas de faire de la REUT pour la REUT, à quoi ça pourrait servir? Donc vous avez le choix qui a été fait dans le cadre de cette étude, c'est de se concentrer sur 3 gros usages: l'industrie, l'agriculture et les loisirs au travers des golfs. Et sur la carte de gauche, vous avez en dégradé de rouge l'opportunité de substitution de prélèvement de la REUT pour les usages agricoles. Plus c'est foncé, plus c'est intéressant de faire de la REUT. C'est assez simple, là c'est assez visuel, hein. Sur la partie ouest, c'est surtout la Beauce qui ressort avec de prélèvements importants pour l'irrigation. Donc plus les volumes sont importants, plus on se dit ça vaut le coup de substituer tout ou partie des volumes pour les usages d'irrigation. On a fait le même exercice pour l'industrie et pour les golfs. Et quand on superpose tout ça, vous avez la carte de droite, tous usages confondus. Et donc on voit ce qui ressort, c'est la vallée de la Loire, avec les usages plutôt industriels sur cette partie du territoire, et la Beauce, hein, qui ressort encore avec un dessin un peu différent sur les usages agricoles. Et le reste du territoire, c'est mitigé en fait, hein. L'opportunité est assez moyenne quand on superpose l'ensemble. Maintenant, quand on s'est intéressé seulement, maintenant, vous voyez, si vous vous souvenez le petit schéma, aux stations de traitement, et là, la carte que vous avez, elle est centrée autour de l'Orléanais. Les bâtons de marron correspondent au cumul des prélèvements annuels par sous-bassin versant, et les bâtons bleus correspondent au cumul des rejets des stations de traitement par sous-bassin versant. Vous voyez que c'est très hétérogène. Si on reste sur la Beauce, en haut à gauche, vous voyez que les prélèvements sont très très loin, de très loin supérieurs au rejet, un peu comme à l'est aussi, hein, de la carte. Par contre, si on est à Orléans, le bâton bleu, il est bien supérieur au bâton marron. C'est la station de traitement d'Orléans. Donc là, il y a un potentiel intéressant, évidemment, de REUT, hein, puisque il y a un volume considérable, hein, annuel. Et sur le reste du territoire, parfois, vous voyez, les proportions sont moitié-moitié ou un tiers de tiers, ou des fois, ça ne vaut pas trop le coup. Donc, en faisant cet exercice uniquement quantitatif, hein, c'est uniquement quantitatif, on se rend compte déjà de la disparité. Et vous avez les chiffres à droite, hein, l'opportunité de substitution de prélèvement, elle s'avère forte à très forte pour 1/10 en fait, des sous-bassins versants du territoire, du département. Et voilà, c'est le même ratio à peu près pour les stations, 20 stations sur un peu plus de 200. Donc rien qu'avec cet exercice quantitatif, je répète, on n'a pas regardé le volet qualitatif, on se rend compte que la REUT n'est pas pertinente partout sur le territoire. Donc ça donne déjà une première clé d'entrée avant d'aller plus loin. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de voir tous les exemples dans le détail. Ouais. Mais
Ok, parce qu'on est un petit peu contraint par le temps. très bien. Est-ce que C'est vous moi m'en laissez l'embêtante. un ou Allez, alors... on fait un petit dernier rapide. Ok, donc je vais m'attarder sur Granville parce il vient de se terminer celui-là. Donc c'est une étude qu'on a menée pour la région granvillaise. On est sur le territoire, on est dans la Manche. Le petit nez, là, que vous voyez, c'est la commune de Granville qui pointe dans la mer. Euh, un syndicat d'eau, un syndicat d'assainissement qui nous ont sollicités pour savoir si sur leur territoire la réussite était opportune ou pas. Donc là, on change vraiment d'échelle. On a une ressource en eau qui est majoritairement superficielle, dans un cours d'eau qui s'appelle le Tar, qui ressort en jaune en bas de la carte. La station d'épuration du Granville, enfin de la commune, l'agglomération de Granville, elle est en rouge en dessous du cercle bleu, tout en haut. Donc elle s'appelle Goéland. Elle rejette dans le cours d'eau le Bosque avec 1800 mètres cubes pardon, 1 800 000 mètres cubes par an. Vous voyez que les volumes sont à peu près similaires entre le prélèvement pour l'eau potable et le rejet. Et par rapport à ça, la question qui nous a été posée, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas? Les autres sûrs de faire la réhute autour de Granville, autour des petites stations d'épuration qui apparaissent plutôt à l'est du territoire. Est-ce qu'on peut imaginer aussi de la réhute indirecte en sortie de Goéland pour aller vers le Tar? La réponse est dans la slide suivante. Sur le territoire, ce qu'il en ressort, les ordres de grandeur, vous voyez, c'est très disparate. On sait qu'on a 5000 m3 par jour qui sont disponibles toute l'année, tout le temps, en sortie de cette station qui s'appelle Goéland. Sur ces 5000 m3 jour, il y en a une petite partie qui apparaît en gris en bas, qui pourrait être utilisée pour la réhute directe, d'usage urbain principalement. Une partie importante, autour de 3000 m3 par jour, qui pourrait servir à la réutiliser, à la réhute indirecte pour soutenir le Tar et son étiage notamment. Et le reste serait rejeté dans le cours d'eau, le Bosque, ou éventuellement servir à d'autres usages. Voilà pour l'agglo de Granville. Alors, si vous m'autorisez cette petite conclusion il ressort sur le territoire que la réhute est opportune pour deux formes, hein, la réhute directe, la réhute indirecte. La réhute directe qui permet de répondre à des besoins immédiats, mais on sait qu'il y a des coûts qui sont quand même relativement importants en équipement par rapport à des volumes qui sont relativement limités. La réhute indirecte permet de répondre à des besoins réels du territoire en eau potable. Et là, on sait qu'on aurait un volume potentiel important et garanti sur toute l'année. Mais il reste encore des études complémentaires pour en savoir plus, savoir de quelle manière c'est faisable ou pas. Alors, vous pouvez passer sur celle-ci, je ne m'attarderai pas. Et on va arriver à la conclusion que j'aime bien là, sur ce petit nuage, enfin ce gros nuage hein, qui nous dit que l'eau, eh bien, le milieu naturel, il doit vraiment être pris en considération avant tout. Il fait déjà beaucoup de choses par lui-même. Et donc bien l'avoir en tête, hein, que c'est une priorité quand on appréhende hein, une étude d'opportunité. Les élus, là, sur le dessin, ils ont l'air un peu perdus. Ils ne savent pas trop quoi faire. Mais bah, l'idée aussi, c'est de ne pas rester tout seul, hein, de savoir de s'entourer de différents types d'acteurs pour collectivement avancer collectivement et que ça soit acceptable pour la majorité des usagers, des bénéficiaires, et que tous les acteurs avancent ensemble en même temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, François Chevaux, et pardon de vous avoir un peu contraint par le temps. C'est moi qui fais un petit peu le gendarme pendant 2 jours avec les intervenants pour la bonne conduite des débats. En tout cas, on retient vraiment l'utilité de l'étude d'opportunité pour bien calibrer les projets et voir s'ils sont pertinents sur le terrain. Restez avec nous parce qu'il y aura peut-être des questions pour vous, François Chevaux. Nous venons vers vous, Fabien Merci. Ferré. Vous êtes responsable du pôle pilotage patrimonial à la direction du cycle de l'eau à Orléans Métropole. Vous allez nous présenter votre projet phare de réhute, celui d'ailleurs qui fait l'objet de la visite de terrain dont on parlait tout à l'heure. Mais je vous laisse présenter tout ça. Tout à fait. Donc je vais vous présenter ce projet qu'on a mené au sein de la direction du cycle de l'eau entre 2019 et 2023. Je vais d'abord revenir sur la genèse du projet, évoquer les différents acteurs qui ont été mobilisés autour de la réussite de ce projet. J'aborderai également les obstacles qu'on a pu rencontrer, les adaptations qu'on a réalisées sur ce projet.
Je vous présenterai les travaux qu'on a menés, que vous pourrez voir demain après-midi de vos yeux. Et après un an d'exploitation, je vous présenterai un retour d'expérience sur le fonctionnement de l'installation. Je conclurai par quelques perspectives sur le territoire sur ce sujet Reyout également. Donc, tout d'abord sur l'origine du projet et le principal usager visé, c'est le parc floral d'Orléans-la-Source, donc qui est le premier site touristique du département en termes d'affluence. C'est un parc historique qui a été aménagé dans les années 60 donc au sud d'Orléans, qui présente une surface de 35 hectares et qui est un poumon vert pour les habitants d'Orléans-la-Source. Donc c'est un parc au sein duquel aussi le Loiret prend sa source. C'est les petits points rouges qu'on voit sur la carte. Et c'est un parc qui est labellisé Jardin remarquable. Pour son alimentation en eau, ce parc puisait historiquement son eau dans les sources du Loiret, à la fois pour l'alimentation des bassins d'ornement et l'arrosage des végétaux. Donc ça représentait un volume moyen de l'ordre de 100 000 m3 prélevés par an sur ce cours d'eau. Le constat en face, c'est que depuis plusieurs décennies, on a sur ce cours d'eau Loiret un constat de baisse du niveau moyen et des débits, notamment en période estivale, avec une volonté de limiter l'impact de l'activité humaine et notamment les prélèvements sur ce cours d'eau. Et notamment les difficultés auxquelles pouvait être confronté le parc, c'est des restrictions estivales quasi systématique, excepté cette année, on sait pourquoi. Et donc voilà, les difficultés également opérationnelles, puisque pour le puisage de l'eau, on pouvait être amené à avoir des colmatages de crépines en lien avec le développement d'algues dans le cours d'eau, etc. Donc on a à la fois des difficultés liées au milieu et opérationnelles pour les agents du parc. Donc c'est un projet qui a fait l'objet au préalable de plusieurs études de faisabilité dès 2013 pour voir dans quelle mesure la station d'épuration voisine pourrait représenter un gisement d'eau valorisable sur le parc. Et donc à l'issue de ces différentes usines et avec l'opportunité de réutilisation de certains ouvrages sur la station, le projet a été lancé en 2019. Concernant l'origine des eaux, donc on retrouve sur la vue aérienne en bas le parc. On a donc cette station d'épuration qui est vraiment située de l'autre côté de la rue. Et donc une station classique type boue activée, station biologique, qui collecte les effluents de la commune de Saint-Cyr-en-Val et d'Orléans-la-Source pour un rejet en Loire. C'est une station qu'on exploite en régie au sein de la direction du cycle de l'eau. Donc l'opportunité voisine a visé plusieurs objectifs. Valoriser ces eaux épurées pour plusieurs usages. Les usages liés au parc qui sont donc l'arrosage des espaces verts du parc, l'alimentation des bassins d'ornement, donc arrosage plutôt la nuit lors de la fermeture au public, et l'alimentation des bassins d'ornement en journée. C'était aussi pour nous l'opportunité de valoriser ces eaux sur la station. Dans un premier temps, améliorer la qualité des eaux d'eau industrielle qui étaient déjà utilisées par les agents d'exploitation de la station. Donc là, par une désinfection de ces eaux, améliorer la qualité de ces eaux. Autre opportunité, c'est d'utiliser ces eaux pour remplir les camions hydrocureurs qui nettoient les réseaux d'assainissement, donc en substitution de l'eau potable qui est puisée sur les bornes de puisage. Et dans une moindre mesure, arroser ponctuellement quelques arbres sur la station d'épuration. Au cours des études de faisabilité, est venue une opportunité en 2015 avec l'arrêt de l'utilisation d'un ouvrage. Donc c'est l'ouvrage qui est couvert en blanc sur la photo à droite. C'était un ouvrage qui était dédié au traitement d'effluents papetiers sur un bassin de décantation primaire. Donc c'était un ouvrage qui n'était plus utilisé depuis un certain nombre d'années. Et donc le projet a intégré la valorisation de cet ouvrage pour réduire l'impact, l'emprise foncière et puis réduire les coûts et l'impact environnemental aussi du projet.
Concernant les acteurs, donc c'est aussi un des facteurs de réussite du projet. Donc on retrouve le producteur de l'eau, la station d'épuration d'Orléans-la-Source, Orléans Métropole. Le principal utilisateur en volume, le parc floral, mais vont graviter autour du projet un certain nombre d'acteurs. Donc le public à prendre en compte en lien avec la réglementation RIUT de l'époque sur le parc floral. Mais également les acteurs de l'État, donc notamment l'Agence régionale de santé pour le volet sanitaire, la DDT pour le volet milieu, donc, qui ont été associés dès le démarrage du projet dans les discussions, et ça a permis de faire progresser le projet sur des bases sereines et de pouvoir adapter le contenu du projet au regard de nos discussions. Une autre particularité du projet aussi, c'est la présence du parc floral dans le périmètre de captage rapproché, de captage d'eau potable du Val à Orléans. Donc c'est des captages qui captent une ressource en lien avec des karstes. Donc dans ce contexte particulier, ça a permis d'envisager la RIUT. La particularité, c'est que l'ARS a nommé un hydrogéologue agréé pour porter un regard sur le projet, nous demander des compléments d'information, on va le voir, et puis apporter un avis sur ce projet. Bien entendu, on a été assisté d'un maître d'œuvre et d'un bureau d'études sur ce projet, et les travaux ont été menés par l'entreprise Hydrea et les entreprises Hydrea et Rago. Concernant le projet, les objectifs de traitement, donc comme je l'évoquais, on était sur l'ancienne réglementation, notamment l'arrêté de 2010 modifié en 2014. Et donc, compte tenu des usages envisagés, la classe de qualité visée était la classe A de l'époque. Donc, particularité en lien avec les demandes de l'hydrogéologue agréé, c'est qu'on a une demande d'analyse sur plusieurs points, donc à la fois en sortie de station d'épuration, sur les cours d'eau qui bordent le parc floral et également sur les 3 captages du Val, une demande d'analyse sur plusieurs campagnes de paramètres, donc plus de 140 paramètres qui sont des marqueurs d'activité anthropique, donc résidus médicamenteux, résidus de pesticides, d'herbicides, résidus industriels, et puis tout un volet microbiologique avec d'analyse de différentes bactéries et virus. Donc à partir de ces éléments-là, le bureau d'études a mené des simulations pour voir évaluer l'impact de l'arrosage du parc floral en prenant en compte le pilotage de cet usage sur la ressource en eau. Les conclusions ont été bénéfiques puisque l'incidence était négligeable sur l'évolution de la qualité des eaux du forage du Val. Un point particulier aussi qu'on a constaté, c'est que l'eau de RIUT, avec les objectifs de traitement qu'on avait, apportait une meilleure stabilité de la qualité des eaux utilisées sur le parc, notamment sur le plan microbiologique, par rapport à l'eau du Loiret, qui était épuisée historiquement, mais qui finalement s'est révélée parfois de moins bonne qualité que l'eau de RIUT. Une des conditions demandées par l'hydrogéologue agréé, ça a été de faire un suivi analytique sur les différentes sources, donc forage, cours d'eau et eau RIUT, avant la saison d'arrosage, pendant la saison d'arrosage et après la saison d'arrosage, sur plusieurs paramètres qui ressortaient davantage par rapport à d'autres, donc notamment des résidus de pesticides et résidus médicamenteux. Donc là, l'idée, c'est de suivre dans le temps une évolution éventuelle de ces paramètres. Donc, concernant le traitement qui a été mis en œuvre pour répondre à ces besoins de qualité d'eau et répondre aux exigences sur les différents usages, on a fait le choix d'un traitement assez simple qui est le suivant. Donc, l'idée était de capter une partie des eaux avant leur pompage vers la Loire, donc dans le clarificateur, d'effectuer une étape de filtration sur filtre à sable. Donc là, pour retenir les matières à suspension résiduelles et éventuelles. Et après, de réaliser des étapes de désinfection. Donc désinfection par lampe UV
Puis, pour avoir un effet de rémanence dans le réseau, une injection de javel, donc chloration, et un stockage dans une bâche de 450 m3, donc qui apporte d'une part une capacité de tampon, mais aussi un temps de contact avec le chlore pour une efficacité de la désinfection. Et ensuite, on a des groupes de pompage qui vont envoyer les eaux sur les différents usages qu'on a listés précédemment. Pour certains usages, on a adapté aussi, en fonction des discussions avec l'ARS notamment, le choix de la ressource. Notamment, on a été fait le choix de maintenir sur le Loiret le jet du miroir, qui est un jet qui est alimenté pendant la présence du public, donc qui peut générer de la brumisation. Et donc là, le choix a été fait de maintenir la ressource initiale. Et puis certains usages également qui peuvent exposer le public directement, des jardins partagés qui étaient historiquement alimentés par le réseau du parc, et la serre aux papillons, où là aussi on avait une brumisation pour maintenir l'humidité dans l'enceinte. Concernant les travaux, le budget global des travaux a été de l'ordre de 1,8 million d'euros. Et donc les travaux ont été faits en deux phases. Tout d'abord, une première phase de réalisation d'une canalisation de transfert entre la station d'épuration, qu'on voit en rouge là, et la station de pompage au sein du parc floral. Donc là, l'idée, ça a été de se brancher sur les installations existantes et de pouvoir avoir, en cas de maintenance ou de défaillance, un secours potentiel et de réactiver le puisage dans le Loiret si besoin. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits en 2019-2020. Puis, donc là, pour les travaux d'adaptation de l'ancien ouvrage de décantation, qu'on voit avec la création de la bâche en son centre et l'intégration des installations techniques dans un anneau périphérique. Donc on retrouve les deux fils traçables. Donc là, on a deux filières en parallèle, d'une capacité unitaire de 50 m3, ce qui permet de gérer des maintenances et des interventions sur une filière tout en maintenant une continuité de la production. Et donc les systèmes de pompage qu'on voit en bas de l'image. Donc c'est une installation qu'on a construite jusqu'en 2022. On a mené des essais de fonctionnement. La série d'analyses sur les 6 mois de suivi qui était demandée par la réglementation, fin 2022, début 2023, ce qui nous a permis d'alimenter le dossier de demande d'autorisation, et on a reçu l'arrêté préfectoral fin juin 2023. Donc depuis juillet 2023, le parc floral est alimenté exclusivement par les eaux réutilisées de la station d'épuration. Donc cette première année d'exploitation nous a donné quelques enseignements et voies d'optimisation. Donc premier enseignement, c'est que le traitement mis en place est relativement simple, notamment par rapport à des traitements membranaires qu'on peut trouver sur ce type de projet, et robuste. Donc on a aussi un suivi qualité qui a été mis en place en parallèle, bien évidemment, et donc on a pu constater qu'on avait une stabilité de la qualité et une exploitation assez simple de l'installation. Autre enseignement, pendant cette première année, on a suivi les fameux micropolluants qui étaient visés par la demande de l'hydrogéologue agréé. C'est qu'on a constaté qu'il y avait un abattement, une retenue de certains des micropolluants sur ce traitement tertiaire. Donc, ce qui est aussi favorable par rapport à la qualité des eaux qu'on utilise derrière. Puis on a également identifié des voies d'amélioration, notamment sur la gestion du fameux stockage, puisqu'on a une saisonnalité dans les usages, puisque l'hiver, on n'a pas l'usage du parc floral, donc moins de besoin de pouvoir adapter le volume stocké dans l'ouvrage, les débits de production, de manière à pouvoir réduire les pertes en eau, les consommations électriques et les consommations en javel. Ça nous a permis aussi d'adapter les plans de maintenance préventive sur certains éléments. Et puis le volet avec le parc floral, donc on a vraiment une association quotidienne entre l'exploitant de la station d'épuration et l'exploitant du parc floral. Et là, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue pour réduire autant que possible les besoins sur le parc et d'améliorer le système d'arrosage sur le parc floral.
Donc, concernant les perspectives sur ce type de projet, donc on a quand même une réglementation qui est mouvante en France, on l'a vu, donc même si ça tend à se stabiliser, ça a été aussi un frein sur certains points sur ce projet. Donc néanmoins, on l'a vu, il y a un arrêté qui est sorti en fin 2023. Donc là, on a lancé de nouvelles analyses parce que certains paramètres, nouveaux paramètres sont apparus dans cet arrêté. Donc des analyses en sortie de notre traitement tertiaire pour voir où est-ce qu'on se situe dans les nouvelles classes de qualité qui sont fixées par cet arrêté. On a d'autres usages qui sont envisagés sur ce site spécifiquement, notamment sur la station de pouvoir substituer l'eau potable qui est utilisée sur la préparation de polymères. Et puis un usage qu'on envisage depuis le début, mais avec des freins réglementaires importants, c'est l'usage sur la voie publique. Donc là, on attend l'arrêté qui était évoqué tout à l'heure sur des usages type nettoyage de voirie, arrosage de massifs floraux en période estivale, etc. En parallèle, on a au niveau du territoire mené un projet similaire sur l'autre station d'épuration qui est au sud de la Loire, qu'on voit là sur l'image, la station de l'Île-à-Raux. Et donc là, en lien avec la réglementation de fin 2023, on a dû adapter notre dossier. On a reçu l'autorisation d'arroser les terrains de sport et l'hippodrome voisin du site avec les eaux réutilisées de ce site. Donc, pour conclure, je voulais juste faire un petit mot sur les démarches vertueuses liées à ces types de projets de réutilisation. C'est qu'elles permettent aussi de nous re-questionner sur nos usages. Alors, donc, nous, ça a été aussi des discussions avec le Parc Floral sur finalement l'éveil des consciences sur les besoins ou non d'utiliser de l'eau sur certains secteurs, d'optimiser nos consommations avant même d'envisager la substitution par d'autres ressources en eau. Et ça permet in fine d'améliorer notre impact sur le milieu et la ressource en eau de nos territoires. Merci beaucoup Fabien Ferré pour cette présentation et on vous invite à vous inscrire pour aller découvrir ça sur le terrain et c'est intéressant parce qu'il y a déjà un petit peu de recul. Céline Pousset, autre projet concret bien avancé avec vous chez Cofiroute. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce salon. Donc, je fais partie d'un service qui s'occupe plus de projets autour de la maîtrise d'ouvrage et autour de l'investissement autour de l'autoroute et sur des projets de prospective notamment. Donc, je vais vous refaire un petit panorama un petit peu de qui on est. C'est quoi nos usages aussi, parce qu'on se centre autour d'un objet qui est l'infrastructure linéaire. Et puis, vous faire un petit retour d'expérience sur une étude qu'on avait menée avec le CEREMA et dont Monsieur Chevaux qui était là tout à l'heure. Et puis là où on se situe et comment on avance après pour la suite. Donc juste pour vous redire un petit peu le panorama, Vinci Autoroute, c'est 3 sociétés concessionnaires. Donc moi je fais partie de la société Cofiroute, donc qui s'occupe plus des autoroutes de l'Ouest, donc centrée autour de la région Centre-Val de Loire d'ailleurs. Donc on a environ plus de 4000 km d'autoroutes en service, dont entre 1100 et 1200 km sur réseau Cofiroute. On a en termes de patrimoine un bassin de collecte des eaux de pluie tous les kilomètres en moyenne. Donc ça c'est une moyenne parce que le réseau autoroutier, en tout cas chez Cofiroute, il s'échelonne des années 70 à maintenant et il a fait l'objet de plusieurs sections de construction. Donc on a des autoroutes plus anciennes qui ont fait l'objet de requalification d'ailleurs, puisque dans les années 70 on n'attachait pas autant d'attention sur le traitement des eaux. Et on a des sections plus récentes comme tout récemment, puisqu'on a mis en service l'année dernière dans la traversée d'Orléans l'autoroute A10 qui a été élargie et donc sur laquelle il y a eu effectivement une mise à jour et des standards au niveau du traitement des eaux de pluie. Donc c'est pas juste un objet linéaire, l'autoroute, c'est aussi un objet avec des multisites. Et donc on a plus de 260 aires de repos et 181 aires de service.
Donc aire de service, là où on fait la différence, c'est que c'est sous-concédé auprès de pétroliers et de restaurateurs. Donc on a voilà, des exigences dans des contrats un peu différents avec ces gestionnaires-là. Donc, ce qui est un peu plus difficile pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'ils rentrent avec nous dans un principe et une ambition avec des objectifs forts sur la consommation de l'eau. Et à savoir que sur, en tout cas, nos aires, on a pas totalement la moitié, mais qui, comme ce sont des sites assez isolés, on a des stations d'épuration qui sont en assainissement non collectif. Et on a aussi des petits objets satellitaires qui sont nos gares de péage. Gares de péage où il y a toujours des gens en exploitation, où il faut maintenir de l'exploitation et de la maintenance. Et donc on a des sanitaires avec des petites consommations. Donc à l'échelle du réseau Vinci Autoroute, c'est 344 gares. Donc aujourd'hui, si on fait un focus un peu sur nos consommations sur réseau Vinci Autoroute, donc là je prends vraiment le périmètre global à l'échelle des 3 sociétés concessionnaires. Donc il y a réseau Cofiroute, il y a réseau aussi ASF, donc qui est le plus gros réseau qui concerne les autoroutes du sud-ouest de la France et un petit peu sur l'est aussi, et puis le réseau Escota qui est sur le pourtour méditerranéen. Donc on est sur environ 2,5 millions de mètres cubes d'eau consommés par an, et dont 1,2 million qui sont sur nos activités propres, donc des activités qui ne sont pas sous-concédées aux aires de service. Donc ces activités propres aujourd'hui, on se fournit essentiellement avec le réseau d'eau potable, c'est historique, c'est comme ça. Et on a quand même 30% de nos consommations qui sont alimentées par des forages indépendants sur notamment nos aires de repos. Donc aujourd'hui, les usages sur notre activité propre, c'est essentiellement les sanitaires, donc que ce soit dans les bâtiments d'exploitation et sur les aires de repos, donc à destination des clients qui s'arrêtent sur l'autoroute. On a tout ce qui est entretien après et exploitation des péages. Ça va être nettoyer des pistes, des voies et des espaces verts. Même si c'est à la marge. Après, on a tout ce qui est lavage de véhicules d'exploitation et ce qu'on appelle la viabilité hivernale. Donc la viabilité hivernale, c'est toutes les consommations qu'on va avoir pour la fabrication de saumures pour faire la sécurisation sur l'hiver, sur certaines zones où on va avoir des épisodes neigeux. Et puis, on a un tout petit pourcentage, mais ce n'est pas à négliger parce qu'on a aussi une politique particulière sur ces chantiers-là. Donc, il y a des chantiers un peu partout d'investissement ou d'entretien du patrimoine sur notre réseau autoroutier. Et donc là, on a, pareil, en tant que maître d'ouvrage, une responsabilité. Et donc, on fixe des objectifs auprès de nos entreprises travaux pour faire aussi en sorte qu'ils utilisent, ou en tout cas qu'ils consomment de manière raisonnée l'eau, et ça va se jouer surtout sur les choix constructifs et sur l'introduction d'eau et l'origine de l'eau sur certains chantiers. Bon, ça représente moins de 5% de nos consommations, mais c'est un axe sur lequel on travaille aussi. Donc aujourd'hui, je parlais qu'on avait des objectifs. Nous, depuis 2018-2019, là, ça concerne vraiment tout le groupe Vinci, pour le coup, toutes les entités, donc que ce soit les entités du BTP, les aéroports, toutes les concessions et Vinci Énergie. C'est vraiment toutes les entreprises du groupe qui sont, pour le coup, engagées autour d'une ambition à horizon 2030. Donc on a 3 axes principaux autour de l'économie circulaire, la protection de la ressource et puis le changement climatique. Donc après, en particulier, nous, chez Vinci Autoroute, on a des actions changement climatique. Ça va être surtout sur toute la décarbonation de nos usages. L'économie circulaire, c'est surtout le recyclage de nos déchets, déchets du patrimoine et déchets d'utilisation et d'exploitation de l'autoroute. Et donc, pareil, on fixe par exemple des objectifs au titre de nos contrats sous-concédés auprès des aires de service, parce que c'est là qu'on a beaucoup de clients qui s'arrêtent et où on a des usages un peu irraisonnés des fois de la gestion des déchets. Donc là, maintenant, on est tous engagés pour avoir des objectifs d'ici 2030. Donc si je fais plutôt un focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la consommation, le prélèvement de la ressource en eau. Donc on a un objectif qui peut paraître pas ambitieux, c'est une réduction de 10% de notre consommation d'eau d'ici 2030, donc qui est finalement un peu l'objectif aussi que s'est donné la France. Donc c'est pas quand je disais que c'est pas ambitieux, c'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, on a 2 grands projets en cours.
on s'est vite rendu compte que nous, notre problème à l'échelle des milliers de kilomètres qu'on a, c'est la chasse aux fuites. Et donc, avec des multisites éparpillés partout, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, il faut savoir, on est répartis, grosso modo, sur 100 à 200 km d'autoroute où il y a un district d'appui avec des agents d'exploitation qui sont sur place et qui vont de manière régulière faire des relevés eux-mêmes dans les compteurs au niveau des forages, au niveau des consommations des sanitaires. Et donc, vous imaginez bien que c'est pas si simple que ça, qu'il y a aussi des configurations qui ne sont pas les mêmes d'un site à un autre, et puis des formations auprès des exploitants qui ne sont pas forcément bien déployées aussi pour qu'on puisse avoir tous la même qualité de données, on va dire. Donc là, aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a lancé un grand appel d'offres et on a des partenaires qui nous aident sur le déploiement de la télérelève pour faciliter en fait l'acquisition de données. Et deuxième grand chantier, c'est c'est un partenariat qu'on a toujours avec une start-up qui s'appelle 2P Organics. Et donc où eux, ils ont ils ont la méthode pour mettre en place des urinoirs secs, venir récupérer l'urine et après la revaloriser de manière agronomique auprès de certains partenaires. Donc là, aujourd'hui, on a à peu près 255 urinoirs secs qui ont été déployés sur réseau Vinci Autoroute. Donc là, c'est pas que Cofiroute, c'est ASF et Escota aussi qui sont concernés. Je précise urinoir sec masculin, voilà. Parce que ça existe, hein, le développement est en cours pour les urinoirs féminins. Aujourd'hui, on arrive à gagner, en tout cas sur une aire de repos, en mettant deux urinoirs secs, on gagne 110 à 120 mètres cubes d'eau par an, c'est pas négligeable. Et dans tout ça, la réhute, parce qu'on n'en a pas parlé. La réhute, effectivement, ça fait partie des axes sur lesquels on essaye de convaincre nos décideurs que c'est aussi important qu'on puisse faire cet effort-là et qu'on trouve des solutions. Donc aujourd'hui, on avait au début d'année, enfin plutôt fin 2023, un partenariat de recherche qui était centré plus sur la région Normandie, puisqu'on sait, notre réseau est grand, donc on s'est fixé de regarder plutôt sur des aires qu'on ciblait, et donc plutôt en région Île-de-France. Donc on s'est associé avec le CEREMA Normandie Centre, et on avait aussi l'association de l'agence Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc voilà, donc on leur a pas donné beaucoup de temps, on leur a donné 3 mois pour nous faire une analyse sur 6 aires en particulier. Donc on avait besoin, là aujourd'hui, l'info qu'on donne sur tout l'imbroglio réglementaire, sur les solutions qui se présentent à nous. Ça, nous, on les connaissait pas, donc on a demandé au CEREMA de nous faire un peu l'étude bibliographique, regarder un petit peu ce qui s'offrait à nous d'un point de vue réglementaire, et puis regarder un cas concret, sachant que notre grande ambition, notre grand objectif, c'était d'aboutir à un démonstrateur réhute sur une aire de repos. Donc à savoir sur les aires de repos, donc c'est pas les aires de service, ce sont juste des aires où il y a des bâtiments sanitaires avec des tables, des aires de stationnement et voilà, donc ce sont des points d'appui où généralement on a ces assainissements non collectifs. Et nous, sur 3/4 de nos aires, on a en traitement filière eaux usées traitées un filtre planté de roseaux qui sont installés généralement sur nos aires de repos. Donc ça, c'était le grand objectif qu'on leur avait demandé d'atteindre, entre guillemets. Donc voilà, se positionner sur ces 6 aires et trouver en fait l'aire un peu prototype sur laquelle on aurait pu développer un démonstrateur. Bon, il s'avère que là, aujourd'hui, quand même, en termes de conclusion sur l'étude qu'on a menée avec le CEREMA, on se rend compte qu'il n'y a aucun modèle qui existe propre aux aires de repos. Il y a des trucs aux États-Unis. Il y a un truc aux États-Unis. Mais bon, aux États-Unis, c'est pas du tout la même réglementation, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes volumes. Donc du coup, c'est un peu difficile de pouvoir s'en inspirer. Et on se rend compte vite, la conclusion à chaque fois, et nous, on va pas se mentir, on n'est pas que des philanthropes. Le rendement économique, il est mauvais. Donc en termes de coût de maintenance et d'investissement à réaliser, voilà, ça fait un petit peu peur pour un maître d'ouvrage. Deuxième conclusion, c'est aujourd'hui, même sur nos aires de repos
qu'on avait sélectionnés, donc sur des aires normalement où voilà, on a un plutôt bon suivi, on se rend compte qu'effectivement il y avait une énorme variabilité. Bon, à savoir qu'on avait pris aussi les 5 dernières années et que dans ces 5 dernières années, on s'asseyait pratiquement sur 2 ans à cause du Covid. Donc ça facilite pas vraiment la tâche aussi pour analyser un petit peu nos consommations. Mais ça, on sait que c'est un entrant indispensable parce qu'on ne saura pas dimensionner et on ne saura pas aussi convaincre les décideurs qui vont apporter leur avis comme l'ARS et la DDT. Donc du coup, là, c'est sûr que c'était un petit peu difficile pour nous de sortie d'études d'avoir ce genre de conclusion parce qu'on pensait qu'avec ce qu'on avait, on pouvait déjà se projeter sur un futur prototype. Et puis pareil, la pertinence du site, parce que nos sites d'aires de repos, ce sont des petites unités de 100 équivalents habitants. Donc voilà, forcément, la question qui nous est posée derrière par notre décideur, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc on sait qu'après, la réglementation, elle évolue, et on l'a vu tout à l'heure, qu'on peut bénéficier d'aides, de dispositifs qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place de la réhute. Là, aujourd'hui, sur l'étude qu'on a fait avec le CEREMA, on n'a pas abouti à être démonstrateur parce qu'on arrivait à ces conclusions-là. On n'a pas abandonné pour autant, à savoir que dans le groupe Vinci, on a tous les 4 ans un petit challenge qui est mené avec toutes les entités du groupe, donc ça c'est international pour le coup, avec toute agence du groupe Vinci, où là on a l'opportunité d'aller défendre des projets et d'obtenir des financements pour pouvoir avoir un investissement autour de notre projet. Donc du coup, on a motivé de se relancer, mais non, cette fois-ci, au lieu d'aller chercher les eaux usées traitées en sortie de nos stations d'épuration, on est allé chercher plutôt nos eaux de pluie. Les eaux de pluie, donc, à savoir, il existe déjà des trucs, on va dire en local, qui sont faits sur nos appuis centres d'exploitation de cuves, mais qui sont là vraiment pour des petits usages. Là, on voulait vraiment rentrer plutôt sur un site type, pour montrer et démontrer qu'il était possible de faire quelque chose. Donc là, aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous la barrière de péage de Saint-Arnoux, qui est cette énorme vague en entrée de Paris. Donc là, il y a un potentiel au niveau, en tout cas, des eaux de toiture qui est monstrueux, parce que là, c'est la plus grande barrière de péage pleine voie de France. Donc du coup, là, on a vraiment une grande surface. On a un gisement possible, si on ramène à la pluviométrie du secteur par mois, d'environ 500 mètres cubes, rien qu'avec les eaux de toiture du Haut-Vent. Donc on s'est dit, c'est formidable, avec un truc comme ça, on va pouvoir couvrir une bonne grosse partie de nos usages, à savoir, là, on est sur une grosse section où il y a beaucoup de trafic, il y a plus de 50 000 véhicules jour, donc laver les voies, l'usage des sanitaires, tout autour, ça c'est vraiment pour le coup, on y voyait un sacré intérêt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un peu comme sur nos aires de repos. Tous ces super trucs, ces super bâtiments, ces toitures n'ont pas du tout été réfléchis dans une optique de se projeter sur un projet de réhute. Et donc on se rend compte techniquement, alors il est magnifique ce Haut-Vent, mais alors c'est le bazar au niveau de la collecte des eaux. Il y a tout qui se mélange très très vite. On a des poteaux en fait au niveau de la toiture où ça se mélange direct avec les eaux de voirie. Je vous laisse imaginer avec tous les bâtiments techniques, parce qu'on a une galerie technique juste en dessous avec la fibre optique, enfin tous les équipements électroniques de surveillance du péage. Donc là, on a fait waouh. Donc quoi, on met le doigt. Donc on s'est dit bon, ok, alors c'est possible, mais pas sur toute la barrière. Donc voilà, on est toujours en étude, mais on va recentrer parce que bon, on va pas se mentir, hein, barrière de péage de Saint-Arnoux. Couper intégralement la barrière pour faire des travaux, même si c'est pour préserver la ressource en eau, c'est un peu compliqué pour nous. Donc on s'est recentré juste à côté de la barrière de péage. Bon, je ne sais pas si on ne voyait pas à côté, mais c'est notre plus grand centre d'exploitation. Sur notre centre d'exploitation, donc on a tous les bâtiments avec les personnels, les agents routiers et la surveillance de l'autoroute. Et on a aussi toutes les plateformes de viabilité hivernale qui sont nécessaires à la vie de l'autoroute. Donc en l'occurrence, on a un site qui n'est pas trop mal fichu, où on a
d'une manière assez centrée la plateforme hivernale, avec en orange là un bâtiment où on stocke notre sel hivernal, et juste à côté où là il y a les petites pastilles bleues, on a une station de lavage pour nos équipements, et donc du coup tout ça est connecté, et en tout cas fait l'objet d'un réseau de traitement qui s'en va dans le bassin juste à côté. Donc on s'est dit on va essayer plutôt de se fixer là-dessus, parce qu'on sait que c'est possible. En plus on a fait des travaux il n'y a pas très très longtemps sur la couverture d'Abricel. On s'est dit que ce serait pas trop mal de travailler là-dessus. Donc aujourd'hui on en est où on a un gisement sur les autres toitures de ce hangar qui sont pas si mal que ça, qui permettrait de couvrir un tiers de nos besoins, c'est déjà pas mal. Et on a pour objectif, à partir de l'année prochaine, de déployer ce prototype. Bon, du coup, on s'éloigne de nos eaux usées traitées qu'on avait, nous, en tête au début. Mais en tout cas, l'idée, c'était surtout de démontrer à nos décideurs qu'on était capable de pouvoir faire quelque chose de concret et facile à mettre en place. Donc, notre objectif, c'est de le mettre en œuvre l'année prochaine. Voilà, et puis si je peux conclure. Oui. Du coup, pour arriver à là, suite à l'étude du CRMA, on était un peu déçus de se dire que c'était pas si simple que ça de se lancer dans un projet REUT. Du coup, on a pris appui pas mal avec le pôle Aquanova. Et on est allé aussi à la visite d'autres sites. On disait aujourd'hui, c'est pas possible de pouvoir réinjecter de l'eau usée traitée, même s'il y a un traitement complémentaire dans l'usage de l'eau potable. Il y a un projet là qui est porté par l'agence Loire-Bretagne, qui est le projet Jourdain, qu'on a été visiter. Et là, on a fait waouh, c'est monstrueux. Bon, après, c'est pas à l'échelle de ce que nous on recherche, mais c'est possible. Et quand les décideurs ont décidé de le faire, on peut avoir des beaux projets. Voilà. Merci beaucoup Céline Pousset. Effectivement, on rentre dans le détail, mais parce qu'on voit bien que ce sont des sujets complexes qui méritent qu'on y passe un peu de temps. On va venir vers vous, Gaëlle Renaud. Vous travaillez pour le groupe LSDH. Il s'agit de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Et c'est un projet qui est en cours, vous me disiez lors de la préparation, mais qui a de grandes ambitions. Présentez-nous ça. Oui, tout à fait. Donc, responsable eau du groupe LSDH. Donc, la réutilisation des eaux usées traitées est un projet qu'on a en tête depuis pas mal d'années. Donc, pourquoi, c'est que les enjeux climatiques, on doit y pallier, aussi bien nos prélèvements sur la ressource et nos rejets, et que tout industriel a des besoins, qui a des besoins en eau, s'il souhaite se développer ou même maintenir son activité. Il y a 2 ans, on nous menaçait de réduire nos prélèvements. Mais réduire nos prélèvements, c'est l'arrêt de l'usine. Donc on se pose des questions, et on se pose des questions pour les 10, 20, 30 prochaines années, puisque on va pas, j'imagine notre président ne va pas investir dans une usine si derrière, dans 20 ans, on va lui dire c'est fini, on arrête. Donc c'est plus une question de coût, c'est la résilience de l'activité qui est en jeu. Donc le terme de coût est important pour peut-être des petites unités, mais pour un industriel tel que nous, c'est pas forcément la première chose. Donc le sommaire, je vais d'abord vous faire une présentation un peu rapide de LSDH, et ensuite voir les éléments de contexte et de notre projet qui est en cours. Donc LSDH, c'est une laiterie qui est locale, qui est familiale, et qui est constituée de 2000 collaborateurs et qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, et qui est répartie sur 8 sites. 8 sites qui sont divisés en 2 pôles. Un pôle végétal, je vais aller assez vite, qui s'appelle Les Crudettes, donc qui fait toutes les salades en sachet. Et un pôle liquide qui fait de l'embouteillage de lait et de jus de fruits. Voilà. LSDH, les produits qui sortent de nos usines, vous les voyez au quotidien, puisqu'on livre aussi bien Carrefour, Leclerc, Aldi, Lidl, etc., en jus et en lait. Également des sodas, avec un site particulier qui est à Cholet. Mais voilà, donc au quotidien, vous voyez nos produits. Le site de Saint-Denis d'Hôtel, il est juste à l'entrée de Saint-Denis de l'Hôtel. C'est une usine qui est en perpétuelle augmentation de surface, avec une station d'épuration qui est pour l'instant située en plein cœur.
qui s'est développé avec l'atelier d'Innover, avec l'extraction de jus végétaux, avec les jus de soja, de riz et d'avoine. Et également une serre aromatique, alors qui ne fait pas du riz, mais qui fait de la réutilisation des eaux de pluie, qui est normalement quasi en autonomie sur l'arrosage des herbes aromatiques avec l'eau de pluie qui tombe sur la toiture de la serre. Et donc un projet de future station d'épuration qui va nous permettre de faire de la réutilisation des eaux usées. Donc, le site de Saint-Denis comme en vue aérienne. Alors les SDH, on est quelques agroalimentaires situés dans le Loiret. C'est pourquoi ? Parce qu'on a la nappe de Beauce qui est disponible à 40 mètres de profondeur, qui a une nappe importante en termes de qualité et de quantité. Mais le changement climatique va peut-être rebattre un petit peu les cartes. Donc on est situé à une trentaine de kilomètres à l'est d'Orléans sur les bords de Loire. Des éléments de contexte de nos usages de l'eau, puisque en quoi on consomme de l'eau dans l'usine de LSDH. Donc je ne vais pas vous présenter le cycle complet, mais notre cycle de l'eau. Donc ça, c'est des données de 2023. Donc nous, on a prélevé, on a 2 forages qui sont en qualité haute source, c'est la partie à droite, qui prélève dans la nappe de Beauce. Et on prélève en 2023, on a prélevé 880 000 m3 dans la nappe de Beauce. Cette eau est traitée, donc qualité haute source, elle est riche en fer et en manganèse, donc on la traite pour réduire ses concentrations en fer et en manganèse. Donc il y en a pour 360 000 m3 qui sont traités de cette... Non, la totalité est traitée de cette manière-là, mais 360 n'est utilisé que en déferrisation, démanganisation. Et une autre grosse partie qui est traitée en osmose inverse et en eau adoucie, puisqu'on a des usages de process qui nous imposent l'absence de minéraux dans notre process. Donc on a 3 qualités d'eau dans l'usine, haute source, osmosée et eau adoucie, qui vont avoir des usages très particuliers. Et l'usage qu'on imagine, c'est l'eau ingrédient, puisqu'effectivement, on a des jus concentrés auxquels on va ajouter de l'eau, mais ça ne représente que 10% de notre consommation d'eau sur l'usine. L'essentiel des consommations d'eau, c'est le lavage des tanks et des canalisations, du process où là, je n'ai pas la décomposition des usages. Également la vapeur, puisque le lait qui arrive en tank des fermes, il faut le pasteuriser. Pour le pasteuriser, on a besoin de vapeur à haute température pour pouvoir pasteuriser le lait. Ces eaux arrivent sur une station d'eau usée interne à l'usine, qui est exploitée par nous et qui rejette dans la Loire directement via une canalisation. Le projet Reuse, déjà, il y a différentes étapes nécessaires et indispensables. Déjà, c'est une volonté de la direction d'investir dans ce projet. Ça a un coût, donc il faut que derrière, il y ait une politique industrielle dans ce sens. Une deuxième étape, c'est la connaissance de son réseau et de ses usages. On parlait on découvre des réseaux que c'est plus compliqué que prévu. Il ne suffit pas de brancher la canalisation à tel endroit. Et également de maîtriser sa consommation d'eau. Et une autre étape qui est quand même aussi indispensable, c'est d'économiser l'eau au plus près. Donc, au plus près, je vais vous dire pourquoi. La connaissance de ces flux, donc voilà, nous on a une cartographie de nos réseaux, c'est sous Excel, mais on a les consommations de toutes nos étapes de process qui nous permettent de connaître nos flux, de nos usages. Donc là, je me suis amusé à suivre les canalisations et on voit sur une unité de production, on a des usages de fontaine, on a des usages d'arrosage, de lavage de sol, des usages de douche de sécurité. Donc si je mets du reuse, je ne peux pas le brancher directement au tuyau puisque c'est pas autorisé. Également des indicateurs de suivi pour savoir effectivement où on consomme et combien on consomme en globalité ou sur certains process. Donc suivi mensuel. Économie d'eau. Donc effectivement, il faut savoir qu'il y a en termes d'économie d'eau, il y a des autorisations sur les eaux techniques
qui sont depuis assez longtemps. Et sur les autres process en agroalimentaire, c'est depuis juillet 2024 qu'est arrivé le décret et l'arrêté d'autorisation pour utiliser les eaux réutilisées sur nos process. Donc d'ores et déjà, en 2018, on se posait des questions sur les économies d'eau. Et donc on a lancé des programmes d'action subventionnés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur la réutilisation des eaux de rinçage des bouteilles. Et donc ça nous permet déjà d'économiser 26 000 m3 par an en réutilisant cette eau pour laver les camions et pour alimenter nos stations d'épuration. On a eu d'autres projets aussi sur nos tours aéro-réfrigérés, les TAR et les circuits d'eau de chaudière. C'est des projets qui, en termes d'investissement, étaient importants et des volumes d'économie étaient relativement faibles, en sachant qu'on avait un gros sujet reuse avec nos stations d'épuration. On les a pas, pour l'instant en tout cas, on ne les a pas menés à bout. Alors notre projet reuse, donc effectivement depuis juillet 2024, on a une nouvelle réglementation qui encadre les différentes catégories d'eau. Donc il y a les eaux usées qui arrivent à la station d'épuration et qui ressortent, qui sont traitées et traitées. Il y a les eaux recyclées. Alors toutes ces terminologies, je peux vous dire, j'ai fait des groupes de travail. Ça a été des longues discussions de savoir ce que c'était qu'une eau recyclée, une eau usée, etc. Je vois que même nos intervenants, effectivement, il y a des choses. Les eaux recyclées, donc c'est des eaux qui ne vont pas jusqu'à la station d'épuration, mais qui peuvent être réutilisées. L'exemple le plus simple pour moi, alors c'est pas sur Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est sur les Crudettes. C'est les eaux de rinçage final de la salade qui sont réutilisées pour laver la salade qui arrive dans l'unité de traitement. Voilà, donc effectivement, on tourne en boucle. La dernière eau qui est très propre pour finir de rincer la salade, peut servir pour laver la terre de la salade qui arrive. Et les eaux issues de la matière, alors ça, c'est des sujets plutôt laitiers, où effectivement la réalisation de poudre de lait effectivement apporte de lait et effectivement c'est des eaux qui peuvent être réutilisées, et également l'industrie sucrière avec les betteraves où effectivement ils assèchent l'eau, donc ils récupèrent de l'eau. Donc on a des différentes catégories d'eau, mais on a aussi des différents usages. Donc on a des usages sans contact, donc typiquement c'est le lavage au sol, les contacts indirects, un lavage d'équipement qui peut effectivement contenir de la matière agroalimentaire. Le contact direct, lavage de légumes, c'est l'exemple le plus simple. Et l'eau ingrédient. Alors l'eau ingrédient est autorisé par l'arrêté et le décret. Toutefois, c'est très restrictif et c'est que des usages très 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 particuliers. C'est pas dans notre, en tout cas, c'est pas dans notre aire d'intervention. Donc notre projet, déjà, ça va être de construire une nouvelle station d'épuration. Notre usine s'est étendue petit à petit. Elle est en limite de capacité et on veut améliorer le traitement pour avoir une fiabilisation de notre jet, ce qui va nous permettre de faire de la réutilisation des eaux traitées. Donc cette station d'épuration, il y a 15 millions d'euros d'investissement qui est subventionné à hauteur de 5,6 millions par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vois que monsieur Taleb est présent. Je remercie. Donc notre projet en termes d'avancement, nous on a commencé les travaux de la station. Et pour le reuse, c'est pas si simple que ça, parce que d'abord il va falloir faire un pilote pour définir la filière à retenir. Donc on va traiter 10 mètres cubeurs sur des petites unités pour savoir comment les membranes réagissent, comment le filtre à sable réagit, pour savoir quelle est la meilleure opportunité en termes de filière. À savoir que l'entreprise Monin qui vient d'inaugurer son unité de réutilisation des eaux dans son usine, on était partenaire de ce projet et on a fait un test sur leur membrane de nos effluents de Cholet qui produit aussi des sirops, comme une activité très proche de Monin. On s'est dit on va voir si sur leur pilote nos eaux vont avoir la même efficacité.
Et, les résultats étaient complètement divergents parce qu'on n'utilise pas le même type de glucose ou de saccharose. Et donc, on n'arrive pas à traiter correctement nos effluents par leur technologie. Donc, l'étape de pilote est très importante pour un industriel, mais pour même tout usage de RIOUT, de savoir quelle est la bonne filière, ça permettra de dimensionner. Et ça peut permettre aussi de ne pas faire de la surqualité. Parce que c'est un coût important, faire de l'osmose inverse, c'est un coût important. Si on peut éviter ou limiter l'osmose inverse, ça peut être très bien. Et ce qui va permettre effectivement donc, de valider la qualité, la technique de l'usage. Et ça va permettre de définir un plan de surveillance en agroalimentaire. Donc on a du HACCP à mettre en place pour être sûr et garantir la qualité des produits auprès des clients. Et après, il y a l'aspect administratif. Alors c'est bien, on a un arrêté, on a un décret. Après, il va falloir passer au niveau local, au niveau de l'ARS et de la DDP, pour effectivement avoir toutes les autorisations nécessaires avec des plans de surveillance adaptés pour répondre aux besoins des différentes administrations. Et derrière, avec un objectif de mise en fonctionnement et un raccordement au process fin 2026. Notre objectif, c'est d'économiser quand même 390 000 m3 de prélèvement sur la nappe. Donc, voilà, un petit transfert. Si vous passez devant la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, il y a un beau panneau de chantier sur le rond-point de l'aérodrome. Donc, mise en fonctionnement fin 2025, hein, c'est ça? Alors, fin 2025, oui, fin 2025, oui. D'accord. Hop. Donc oui, la filière. Alors la filière, le pilote qui va être testé, c'est filtre à sable, un peu comme sur la source. Ultrafiltration, ozonation, filtration charbon actif et osmose inverse. Donc là, on fait la totale en termes de traitement. J'espère, en termes d'investissement, pouvoir en enlever quelques-uns. Mais ça, on verra les résultats du pilote. Les points de réutilisation qu'on envisage, il y a l'osmosé qui va partir sur les chaudières pour produire la vapeur, les tours aéro-réfrigérés qui sont des consommateurs d'eau, lavage de sol, donc ça c'est des eaux techniques assez simples, refroidissement de machines, alimentation des zones de nettoyage en place, donc nous ce qu'on appelle les NEP. Donc c'est tout ce qui est des machines qui nous permettent de nettoyer nos tanks et nos canalisations au sein de l'usine, qui sont donc en contact potentiel avec la matière et surtout qui utilisent de la soude et de l'acide nitrique. Et donc ils ont besoin d'eau pour dissoudre, pour avoir des concentrations adaptées. Et le dernier qui sera, je pense, le plus compliqué, ça va être le lavage final à l'eau reuse de nos tanks. Je pense que ça va être un sujet de discussion important, et savoir si on prend l'eau de forage ou l'eau de reuse dessus. Mais ça va être aussi bien en interne que vis-à-vis de l'administration. Hein. C'est pas forcément si simple que ça. Les points de vigilance, bah oui, on a un arrêté, mais il faut savoir qu'au niveau interprofessionnel, on est toujours en discussion, savoir quelles sont les terminologies exactes et ainsi de suite, et également avoir des discussions avec l'administration, puisque effectivement l'autorisation, ça va être une autorisation locale. Alors on est déjà en contact avec les administrations locales. Il y en a certaines, selon des départements, il y a des choses qui sont plus, on envisage davantage, plus facilement d'avoir l'autorisation, mais c'est à voir. C'est une première expérience. Alors il y a l'entreprise Monin, et je crois qu'ils participent à une présentation de leurs essais, qui a fait une première expérience, mais effectivement, vis-à-vis de ces nouveaux arrêtés, on est dans les premiers à le faire à si grande échelle. Ça nécessite un essai pilote, c'est un des coûts. Il faut avoir une connaissance parfaite de son réseau, et qu'il n'y ait pas une fontaine qui soit raccordée dans un coin de l'usine sur l'eau reuse. Également un gros travail au niveau du service qualité, puisqu'il y a toutes les analyses de risque qui sont à mettre à jour, et également des plans de surveillance à mettre à jour. Et derrière, c'est le coût. Parce que actuellement, l'eau, on a la redevance agence de l'eau à payer, les coûts de pompage et de traitement de fer. C'est pas significatif par rapport à un coût d'osmose inverse et d'ultrafiltration. Donc effectivement, ce sont des freins qui sont effectivement où il faut être vigilant dessus.
Les points favorables, nous, on a une volonté de la direction et d'une politique RSE qui est volontariste sur ce sujet-là. On a la volonté des administrations, hein, les DDP, l'agence de l'eau, et enfin, tous nos partenaires nous poussent à aller dans ce sens de cette réutilisation. Et là, le volume d'eau important qu'on peut réutiliser, on ne parle pas de 500 mètres cubes par an, c'est pas pour dévaloriser, mais voilà, c'est un investissement lourd. C'est voilà, ça représente, j'ai fait le calcul, ça représente 7400, la consommation de 7400 habitants, ça représente la population de Saint-Denis-de-l'Hôtel et de Jargeau où on est implanté. C'est pas négligeable. Voilà. Et conclusion, je reviens sur mon introduction, c'est pas une question de coût, hein, c'est une question de résilience pour notre industriel, pour pouvoir maintenir notre activité et nous développer comme on le souhaite. Une question de survie même de votre activité, tout simplement. Merci beaucoup. J'allais vous poser la question des freins et des points bénéfiques, enfin des points facilitateurs, mais vous avez aussi dit ça. Et j'imagine que c'est encore plus compliqué quand on est dans le domaine de l'agroalimentaire avec toutes les prudences que cela implique. On va prendre quelques questions du public rapidement. On a commencé un peu en retard. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Vous pouvez effectivement... Vous m'autorisez une réaction? Oui, tout à fait. Vous faites bien prendre la parole. Je voulais réagir sur l'intervention de Cofiroute pour donner des compléments. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que ça n'a pas été précisé. Le projet envisageait de la réhute à usage des chasses d'eau. Donc, on prend les eaux usées traitées en sortie, on les traite et en complément et on les réinjecte dans les chasses d'eau uniquement. C'est ça qui était demandé. C'est pas pour tous les usages. Ça, c'était la commande initiale. On a regardé effectivement au cours de l'étude tout un tas de consommation et on a été jabond dans le sens de Cofiroute sur la question de la précision de la mesure. Et la télérelève, le chantier télérelève va évidemment vous apporter davantage de connaissances. Et parmi les questions aussi, les problématiques qui étaient sorties sur la qualité, en réinjectant les eaux usées dans les chasses d'eau, il y avait possiblement un effet d'accumulation des polluants. Donc là, c'était une question limite du domaine de la recherche et on n'était pas capable de répondre directement. Donc, c'est, je dirais, un des freins complémentaires qui a été sorti, auquel on n'a pas su répondre. Et pour terminer, je me réjouis de savoir que vous vous engagez sur la gestion des eaux de pluie sur la barrière de péage de Saint-Arnaud, parce qu'on avait également noté ces pistes-là de gestion des eaux pluviales. Voilà, merci. Est-ce que vous voulez répondre, Céline Poussé? On a suivi vos conseils. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas précisé effectivement sur l'étude, rentrer un peu plus dans le détail. Après, voilà, on s'est vite rendu compte on avait un besoin tout de suite maintenant de pouvoir prouver parce qu'on s'inscrivait sur une opportunité de financement aussi, il ne faut pas se mentir, du projet. Donc, quand on a vu que le projet de RIUT, il fallait remettre dedans au moins 2 ans d'études, de suivi de données pour fiabiliser tout ça, on s'est dit que ça ne collait pas avec la planification qu'on se donnait. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on s'est recentré sur un projet autour de l'eau pluviale. On retient quand même de vos 4 interventions qu'il est impensable de se lancer dans un projet sans une solide étude d'opportunité et bien accompagnée pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public au sujet soit du cadre réglementaire, comme on l'a vu au début, qui est complexe et mouvant, soit de ces projets à des stades plus ou moins avancés, en cours, en réflexion et avec un petit peu de recul? N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on voit aussi qu'il y a un effet levier et la force de l'exemple, j'imagine, dans ces projets. Peut-être, Monsieur Ferré de Orléans Métropole, j'imagine qu'il y a des collectivités qui viennent vous voir. On a la visite de terrain. En fait, on a besoin de pionniers aussi pour comprendre comment s'engager dans cette voie. Oui, effectivement, on était un peu précurseur sur le département et même en France sur ce type d'usage sur un espace ouvert au public. Et c'est ce qu'a évoqué M. Reynaud aussi, c'est la nouveauté qui fait qu'on a un besoin d'investissement apporté donc là, par la collectivité, un effet de rentabilité qui n'est pas forcément au rendez-vous aussi dès les premiers projets. Donc c'est une volonté politique importante aussi pour lancer ces projets.
Et on l'attend des collectivités, et en même temps, on attend aussi que les industriels prennent leur part. Mais là, ils le font aussi pour leur survie. C'est ce que vous disiez, Monsieur Reynaud. Ce n'était pas une volonté forcément en termes de sobriété, c'était aussi un calcul économique. Oui, tout à fait. Hein. Il y a le plan de sobriété hydrique effectivement, qui impose normalement une réduction de 10% à tous les industriels. Alors après, les répartitions sont aléatoires et en discussion, mais effectivement, c'est un programme de toute façon sur les prochaines générations. Il faut économiser l'eau, quoi. Et il y a des fortes ambitions, et on voit que ça va bouger encore avec le cadre législatif. S'il n'y a pas de questions, on va... Ah, une petite question très rapide alors, puisqu'on aime bien faire participer le public à Cyclo, même si on a commencé un peu en retard, donc on a le droit. Allez-y, un micro arrive vers vous, s'il vous plaît. Et en premier, on vous donne une réponse concise. Bonjour, merci Bonjour. pour la conférence. Je voulais savoir, en termes de ratio à peu près, si jamais il y en a vraiment un, quand on fait un projet, en termes de le temps que prennent les discussions avec l'étude d'opportunité, les discussions avec les différents acteurs, et puis après la mise en place, qu'est-ce qui prend un peu plus de temps? Est-ce que vous avez à peu près des temps moyens pour ces Très bonne question, si j'en crois les réactions sur scène. Alors, dans le calendrier total, quelle est la part du temps d'étude face au concret? Si je prends l'exemple d'Orléans, donc on l'a vu tout à l'heure, la partie exécution pure, traitement entre 2021 et 2022, ça nous a pris un peu plus d'un an avec la partie canalisation. Le projet a été lancé en 2019. Donc, faire le calcul entre les études de faisabilité, les prélèvements complémentaires pour qualifier les eaux. Nous, on n'est pas passé par des essais pilotes, mais c'est aussi des délais qui s'accumulent. Donc on est vraiment sur des délais d'études qui peuvent facilement avoisiner les 3 ans avant de pouvoir mener les travaux et aboutir au projet. Gaël Renaud, rapidement. Oui. Ça fait combien de temps? Oui, les travaux, c'est ce qu'il y a de plus rapide. c'est tout ce qui est avant, il faut compter sur 3, voire nous, ça fait 5 ans. C'est en gestation après, voilà, entre la volonté et l'étude, oui. Et après, je parle pas. Là, j'ai parlé si on a les autorisations rapidement, etc. Mais ça peut vite décaler. Et il peut y avoir des obstacles administratifs. Voilà, j'ai fait des projets RIUT pour les communes dans le Var, et effectivement, la grosse discussion, c'est les réunions avec l'administration pour savoir ce dont on a autorisation de faire. Et ça ferait l'objet d'un débat, j'imagine, entier à part. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça va forcément s'accélérer, puisqu'on voyait dans les graphiques de M. Chevaux qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. La proportion est très forte, donc ça va forcément se concrétiser dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup à tous. Je suis obligée de nous libérer, puisque nous avons une prochaine conférence à 11h30. Merci à vous 3, 4 en présentiel et à distance d'être venus présenter. On voit qu'on va avancer. Je vous informe, petite précision, que c'était filmé. Si vous voulez retrouver les slides qui ont été présentés, ça se passe dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Donc vous pourrez faire pause et bien regarder tout ça. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur l'espace Pédago. C'est juste à droite en sortant, parce qu'il y a des quiz, des ateliers, des expositions. On se retrouve à 11h30 pour les micro-polluants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 3, 2, 1.